Bonjour, c'est Brin de Culture, le magazine culturel qui vous sort de chez vous depuis le château de la Busine. Ce numéro 5 a un parfum de ballet car c'est Noël avant l'heure pour les amateurs de danse. Le festival Dansem se poursuit jusqu'au 16 décembre en plusieurs lieux de Marseille, Aix et Arles. Ce projet fédérateur rassemble les différentes structures du territoire avec pour objectif de rendre visible et de faire partager les langages et les œuvres des artistes issus de la Méditerranée. Spectacles, rencontres, expositions, ateliers, résidences d'artistes et concerts, autant de formats pour susciter et animer le dialogue autour de l'acte de regarder entre le corps et l'archive, entre le geste et l'histoire, entre la tradition et la modernité, entre la danse et le politique. Au cœur de cette 18e édition de danse contemporaine en Méditerranée, la Friche de la Belle de Mai avec 3 créations, Becoming, Arab Dis, The Genesis et Distant, une soirée au Merlan, une autre au théâtre Joliette Minoterie et une 3e au Pavillon Noir d'Aix-en-Provence. La danse rassemble et unit. Outre Dansem en automne et le Festival de Marseille en été, la danse est reine toute l'année à Marseille et dans l'espace métropolitain. Plusieurs compagnies et chorégraphes y sont en effet en activité permanente et ont même acquis une notoriété remarquable au fil des années. C'est notamment le cas du Ballet national de Marseille, issu des ballets de Marseille créés par Roland Petit au début des années 70, devenu Ballet national une dizaine d'années plus tard. Cette véritable institution est dirigée depuis 2014 par Ennio Greco. Savez-vous que désormais, les répétitions sont ouvertes au public une fois par mois? Je vous y emmène. Bonjour Ennio Greco, vous dirigez le Ballet national de Marseille. Alors vous organisez des répétitions publiques. Oui. Quel dialogue avez-vous justement avec la salle? Mais justement, on essaie d'articuler le rapport avec notre public, qui ne soit pas celui formel, être sur scène, le public qui est de l'autre côté de la scène, recevoir les applaudissements et se séparer. Oui. De plus en plus, on essaie du monde d'aller de l'espace entre le moment de la préparation et ce qui amène à la scène. Donc aussi d'avoir de partager ensemble des moments plus fragiles qui ne sont pas encore définis. Donc là, il s'installe vraiment une sorte de... Quand on est fragile, on est ouvert, on est disponible. Alors quel message voulez-vous transmettre à travers ce ballet? Le message, justement, le passion, le mot le dit tout déjà. On a une passion quand on est en charge de ce qu'on fait, quand on est engagé avec chaque petit mouvement qu'on fait. Donc chaque petit mouvement, en fait, geste qu'on fait de la journée a une signification pour moi. Et le moment qu'il y a cette signification, donc qu'on est responsable, conscient de ça, il y a une passion qui naît et une passion qui inspire les autres à faire autrement. Donc cette pièce-là, c'est vraiment l'engagement du corps dans un contexte musical énorme, parce qu'on est quand même de la passion de Saint Matthieu de Bach, qui est un des morceaux les plus sublimes de la musique classique, de l'héritage humain. Et chaque corps, il veut justement témoigner sa présence aujourd'hui de la société. Le Ballet national, c'est combien de représentations par an? Oui. Et c'est combien de personnes aussi? Oui, les représentations, ça dépend. Si dans un an, il y a un ou plusieurs créations, parce que vous savez, les créations, ça prend toujours beaucoup de temps pour mettre en place un ballet. Ça peut absorber 2 mois et demi, 3 mois de temps de l'année. Oui. Donc ça dépend combien de nouvelles créations on fait de l'année. Donc plus ou moins, disons, une soixantaine de représentations par an. Et le ballet aussi, il a aussi une soixantaine d'employés, entre 28 danseurs, maîtres de ballet. Après, il y a tout le côté administratif, technique, communication. Donc c'est une très belle maison. Pour conclure, est-ce que vous avez peut-être une petite anecdote à nous faire partager ou un coup de cœur avec la ville, peut-être avec l'histoire de ce ballet. Allez.
fait, moi, j'avais décroché mon premier contrat, rétribué comme danseur, en tant que danseur à Marseille la première fois. C'était un film sur la vie de Yves Montand. Et Yves Montand, bien sûr, il était la star du film. Et donc ça, c'était mon premier espoir de danseur. Et puis, drôlement, un an après, je suis revenu à Marseille pour essayer de rentrer au Ballet national de Marseille, à l'époque dirigé par Roland Petit. D'accord. Je n'étais pas pris. Donc après ma vie, après toute une autre direction, d'autres choses sont faites. Et après 25 ans, je reviens en étant directeur. De retour à Marseille. Très bien, mais une belle anecdote. Voilà, merci Emio Greco pour cette interview exclusive. Et donc, on retrouvera le ballet Passionne à partir du 28 novembre à l'Opéra de Marseille. Voilà, merci. Merci. En matière de danse, d'autres compagnies et chorégraphes réputés sont à l'œuvre. Le Ballet d'Europe de Jean-Charles Gilles, désormais très bien installé à Allo, travaille sur sa nouvelle création Barouf. Le ballet Preljocaj à Aix sera sur la scène du Grand Théâtre de Provence du 1er au 5 décembre avec son Roméo et Juliette. La compagnie Julien Lestel à Marseille, après Éclat de danse donné à Aubagne, présente à nouveau son Puccini à Carnoux-en-Provence le 16 décembre. La compagnie Michel Kéléménis a créé il y a quelques jours Barbe Bleue au Grand Théâtre de Provence. Le Merlan et le Gymnase s'associent quant à eux pour accueillir Event, la pièce de Mirs Cunningham, le 1er janvier. Et c'est au Silo le 9 décembre pour finir que le ballet de Milan donnera Casse-Noisette. Changement complet de décor et de genre, nous partons pour Aix et pour un lieu tout à fait remarquable, le centre d'art de l'Hôtel de Caumont. Superbement restauré par Culture Espace, il accueille jusqu'au 20 mars les collections privées du prince de Liechtenstein. Cette magnifique bâtisse a été restaurée entièrement par son nouveau propriétaire. Les collections du prince de Liechtenstein comptent parmi les collections privées les plus importantes, avec des œuvres de Cranach, Rubens, Raphaël, Van Dyck ou encore Rembrandt. Nous sommes à l'Hôtel de Caumont, je suis avec Denis Coutagne. Alors, comme d'exceptionnel, ces collections du prince de Liechtenstein qui sont actuellement présentées à l'Hôtel de Caumont. La famille du Liechtenstein, qui remonte au XIIe siècle, a, comme toutes les grandes familles princières, d'abord aristocrates puis princières, éprouvé le besoin de se mettre en valeur, et les collections d'art étaient un des moyens majeurs d'être reconnus, mais les collections de Liechtenstein sont une des plus belles collections privées, puisque ça reste d'une certaine façon une collection privée, de peinture traditionnelle. Alors, quels sont les temps forts de cette exposition? Alors, l'exposition, le Liechtenstein possède à peu près 1400 tableaux. Il y a une quarantaine d'œuvres ici présentées qui sont tous des chefs-d'œuvre, reprenant surtout le thème du portrait. La force de cette exposition, c'est de mettre en valeur la qualité du portrait, avec une volonté aussi de mettre en abîme, en référence, le portrait italien et le portrait, j'allais dire, du Nord. Et quand je dis du Nord, c'est soit flamand, soit hollandais, avec déjà une différence entre ces deux régions. Donc cette exposition met vraiment en valeur pour le XVIe et XVIIe siècle. C'est vraiment des temps très très forts de cette exposition, avec des gens comme Allori, comme Van Dyck, comme Rubens, comme Rembrandt, des œuvres tout à fait exceptionnelles. Quel est le propos défendu par cette exposition ? S'il y avait un propos, j'en verrais deux d'une certaine façon. Il y a l'idée d'une collection. Une collection, c'est la volonté, je dis tout à l'heure, pour une famille, quand elle est princière, de se promouvoir, d'exister au niveau européen, mais c'est aussi traduire le goût, l'amour de l'art, et à travers cela, l'amour des peintres et de la création, du décor, parce que là on voit les tableaux, mais les Liechtenstein ont aussi toute une collection de meubles, d'orfèvrerie, de tapisseries, de sculptures qui montrent, j'allais dire, ce côté où tous les arts
se conjuguent les uns avec les autres. Deuxième aspect de cette exposition, c'est la mise en valeur, je le disais tout à l'heure, du portrait. Et là, il y a vraiment des chefs-d'œuvre où le portrait qui est devenu au XVIe siècle un portrait un peu d'apparat, un portrait de représentation. On ne représente plus simplement les saints souffrant leur martyre ou étant en gloire. Il y a une volonté de manifester les marchands, de manifester les princes, de manifester les généraux, les hommes militaires en apparat, mais il y a une vraie expression psychologique, humaine, la vieillesse. Voilà donc ce parcours qui est proposé de façon tout à fait magistrale. Il y a un tableau de Cranach, on ne peut pas dire que ce soit un portrait, mais c'est la représentation mythologique du nu féminin, mais ce n'est pas une Vénus, ce n'est pas non plus vraiment une prostituée, elle est entre les deux, avec un corps qui représente un des canons qui existaient à l'époque, d'une femme très allongée, très stylisée. Elle porte un voile blanc, transparent, qui devrait cacher ce qui ne doit pas être vu, en l'occurrence le sexe, mais qui en fait n'est là que pour que l'œil y soit conduit. Donc il est un peu provocateur et un tout petit peu avec un regard un peu perfide de cette femme. Donc cette exposition a aussi cette dimension un petit peu intimiste du rapport qui nous sortait du Moyen-Âge, qui nous sortait de la Renaissance, qui était plus grandiloquente dans l'expression de ce qu'il fallait montrer, et qui va nous faire rentrer aussi donc, dans la vie sociale, politique, commerciale, plus bourgeoise à certains égards, mais toujours avec une humanité qui est la référence majeure. Alors cette exposition, on peut la découvrir jusqu'à quand ? Je crois jusqu'au mois de mars. Je vais vous donner la date exacte si je puis me permettre. 20 mars. Voilà. D'accord, donc une exposition sublime des collections du prince de Liechtenstein à découvrir jusqu'au 20 mars à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence. Merci Denis. Et je vous y invite très volontiers. Parfait, merci. Musique. Programme faste également pour les amateurs de chansons. Et on peut dire sans crainte de se tromper qu'il y en aura pour tous les goûts. Songez plutôt que vont se croiser la grande Zoa, Madame Régine en personne, un Pokora et son cortège d'admiratrices, puis la tournée rétro des Stars 80. À peine le temps de préparer le dôme pour Imouvrini que Francis Cabrel prendra le relais du 12 au 14 décembre. Je vous signale enfin une curiosité avec l'illustre opéra de Katsu, chanté cette fois par Nicole Croisil les 4 et 5 décembre au Théâtre Tourski. Et on termine à la Busine ce brin de culture au cinéma. La profession retient son souffle avant la mise sur orbite du nouveau Star Wars. Mais Steven Spielberg et Nanni Moretti tentent leur chance. Le premier avec une reconstitution des rapports tendus entre l'Est et l'Ouest pendant la guerre froide sur le pont des espions avec Tom Hanks. On voudrait que vous le défendiez. Je défends des assurances. Je n'ai pas plaidé au pénal depuis des années. Vous avez représenté beaucoup d'hommes accusés d'espionnage? Ce sera une première pour nous deux. Vous devriez être prudent. Tout le monde a peur de cet homme. Il est une menace pour nous tous. Comment on va nous regarder? Comme la famille d'un homme qui essaie de faire relâcher un traître? On a tous le droit d'être défendus. Chaque personne est importante. Découvrez également Nanni Moretti avec son film qui a bouleversé le public lors de sa présentation au dernier festival de Cannes, Mia Madre. I tagliolini erano un po' incollati. Chi è Margareta? Sì, io sono Olivia, la figlia. Poverina. Evviva la regista! Ma non dovevo fare il classico. Lo faccio fare questo latino, a che serve? Mantenere questo equilibrio diventa sempre più difficile. Siete voi che dovete valutare, non lo so, se prepararla. Prepararla? Fai qualcosa di nuovo, di diverso. Rompi almeno un tuo schema. 1 su 200. Chi era quella ragazza? Perché fa così? Perché fa così che stiamo andando dritti? In un rettilineo fa così. Non è un film triste, è un film pieno di energia, di speranze. Brin de culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite de vivre d'autres bonnes soirées et de faire de nouvelles découvertes. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et d'ici là, soyez curieux. À très vite sur TV Sud Provence.